bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette préfiguration de la semaine de la pop philosophie qui débute le 12 octobre, si je ne me trompe pas, je pense que voilà, je suis très heureux nous sommes très heureux de recevoir Jean-Marie Schaeffer, que je connais depuis très longtemps. Il était venu ici, enfin, il est venu plusieurs fois, mais il est venu il y a plusieurs années dans le cadre d'un débat qui a une certaine importance, qui a un petit peu marqué le monde de la théorie. C'était au MAC. Voilà, c'était au MAC. Il y avait un directeur des musées qui s'appelait Bernard Listel, qui m'avait proposé de choisir le musée pour présenter l'esthétique des philosophes. Voilà. C'est un livre qu'on trouve toujours, parce qu'à la suite de ces rencontres, il a été publié par les éditions d'Ivoire. Et à ce moment-là, j'avais choisi dans le MAC, qui était bien loin. Il était au même endroit, mais c'était très difficile d'accès. Mais malgré tout, ça s'était très bien passé. Je vous dis ça parce que le 12 octobre, comme je viens de le dire, on fait notre première journée au MAC. Et cette fois, on sait que le bus s'arrête devant. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Je n'oublie pas de remercier aussi Jacques Morizot, qui a bien voulu accepter de mener un échange avec Jean-Marie. Et bien sûr, Olivier Lissery, les directions des musées de Marseille, qui nous accueillent ce soir dans ce très beau lieu qui est le centre de la Vieille Charité. Voilà. Alors, j'enchaîne pour une petite présentation. On est ravis d'accueillir Jean-Marie Schaeffer. Jean-Marie Schaeffer, vous êtes philosophe, directeur d'études à l'EHESS et actuellement professeur émérite invité à l'Université de Bonn en Allemagne. Alors, comme beaucoup le savent, vous êtes spécialiste d'esthétique et de théorie des arts, référence en la matière en France et en Europe. Et plus précisément, dans vos travaux, vous proposez une analyse philosophique plutôt analytique de l'esthétique et des arts, ainsi qu'une étude d'objets spécifiques liés aux arts, par exemple des analyses des images photographiques ou encore des analyses de récits. Et un de vos ouvrages que je mentionnerai, qui s'appelle L'expérience esthétique, qui est paru chez Gallimard en 2015, a fait date, et en tant qu'ancienne étudiante de philosophie, je m'y suis moi-même beaucoup confrontée et je l'ai beaucoup apprécié. Mais je voudrais aussi citer votre dernier essai intitulé La vie des arts, mode d'emploi, paru l'an passé aux éditions Thierry Marchais, dans lequel vous vous efforcez de saisir les arts dans leur pluralité, en insistant notamment sur le fait que les œuvres d'art sont loin d'être toutes plaisantes, que ce soit dans leur contenu ou dans leur forme. Et donc peut-être que ce soir, nous aurons quelques échos des réflexions que vous y menez. Et du coup, on accueille aussi Jacques Morizot, qui viendra rejoindre Jean-Marie après. Donc Jacques Morizot, vous êtes professeur honoraire d'esthétique à Aix-Marseille Université. Vos recherches portent principalement sur les modes de fonctionnement des objets iconiques, du niveau sémiotique jusqu'à la prise en compte des aspects perceptifs et cognitifs de la symbolisation. Vous vous intéressez aussi à la situation esthétique vis-à-vis de la philosophie de l'esprit, de l'épistémologie et des arts, ainsi qu'à l'émergence du paradigme de la naturalisation. Et parmi vos publications significatives, j'en mentionnerai deux posant des questions importantes. La première, c'est Qu'est-ce qu'une image, paru chez Vrin en 2005 et réédité en 2019. Et la deuxième, c'est Naturaliser l'esthétique, point d'interrogation, paru aux presses universitaires de Rennes en 2014. Bien, on commence. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonsoir, je suis très, très content d'être ici et je remercie beaucoup Jacques Serrano de m'avoir invité. C'est une salle que je connais de l'époque où j'étais à l'EHESS et donc je m'y sens un peu chez moi, donc je suis un peu moins intimidé que je le serais dans une autre salle. Alors quand Jacques m'a... Et puis je remercie Jacques, l'autre Jacques Morizot, d'avoir accepté de discuter avec moi. On se connaît depuis longtemps et voilà, je suis très heureux qu'il ait accepté. L'art pour tous. Voilà,
Parfois, je me dis que je n'aurais pas dû accepter de parler de ça, parce qu'au début, je pensais que bon, c'est simple, mais voilà, c'était vraiment pas simple du tout, et je ne m'y retrouve pas vraiment. Je ne sais pas vraiment dans quelle direction il faut aller, parce que c'est un slogan qui est faussement transparent. Enfin, l'art pour tous, ensemble, tous, tout le monde associe quelque chose avec ça, mais je crois qu'on n'associe pas tous la même chose. On associe même des choses très très différentes. D'abord, de quel art s'agit-il tous, c'est qui au juste? Est-ce que c'est vraiment tous? Ou est-ce que c'est une sorte d'idéal qu'on vise? Et est-ce que ça veut dire que l'art doit être rendu accessible à tout le monde? Ou est-ce que ça veut dire que l'art devrait être fait pour tout le monde? Ce qui est tout à fait autre chose. Donc voilà, toutes ces questions, à vrai dire, je me les posais sans y trouver de réponse, parce qu'il n'y en avait pas dans ma tête. Et je me suis dit que peut-être que c'était important de passer par l'origine de cette histoire de l'art pour tous. Parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est un mot d'ordre qui remonte, pas dans ces termes-là, mais dans disons, son contenu conceptuel aux Lumières, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un mot d'ordre qui, sous cette forme linguistique, a été formulé relativement souvent au XIXe siècle. On sait aussi que c'est un peu la base de la politique culturelle après 68 et surtout avec le gouvernement de Jack Lang. Mais c'est dans chaque contexte historique des choses différentes, et on oublie peut-être trop souvent que l'art pour tous, c'était aussi le programme de Staline. Et ça signifiait quelque chose de bien précis, c'est un art qui doit, comme je l'avais demandé, une des options, c'est un art qui doit être fait pour tout le monde, pour tous. Et le rôle de l'artiste, c'est de faire un art qui soit accessible directement à tous, ce qui signifie en fait, il faut faire l'art qui correspond à l'art que le chef, en l'occurrence Staline, ou en Allemagne Hitler, c'était le même programme, décrète. Et c'était pas le même art dans les deux cas. En Russie, c'était le réalisme socialiste. En Allemagne, c'était un art ethniciste, grandiloquent. Enfin, l'autre était aussi grandiloquent. Mais dans les deux cas, c'était conçu comme étant des incarnations, des réalisations affectives, enfin, de cette idée que l'art était quelque chose qui devait être pour tous. Le mot d'ordre a survécu à cela, ce qui montre qu'il y a une attractivité qui doit être vraiment réelle, qui ne doit pas être simplement quelque chose de vide, une parole de marketing ou n'importe quoi, mais il doit y avoir quelque chose derrière. Et c'est ça qui m'intriguait et qui m'intrigue encore. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, peut-être passer par l'origine, d'où ça vient, peut-être que ça peut un peu éclaircir les choses. En fait, il est toujours difficile de dater une origine de quoi que ce soit. Mais disons, le milieu culturel où cette idée a jailli, ce sont les Lumières, et même les Lumières tardives. Et de manière plus spécifique encore, ça coïncide avec le moment de la naissance de l'esthétique philosophique, c'est-à-dire avec Kant d'abord, donc c'est un Allemand, mais qui a été lu partout en Europe, et puis après, un autre Allemand qui s'appelait Schiller, qui était un poète et dramaturge, mais qui avait aussi une formation philosophique et qui a d'un côté vulgarisé les idées de Kant, mais qui a introduit quelque chose de nouveau, et justement à propos de cette question, pour qui est l'art et pour qui est-ce qu'il n'est pas. Donc, Kant et Schiller partent de l'idée que la culture esthétique, Kant parle plus d'esthétique que d'art, mais en fait, il voyait dans l'art un analogone de la relation esthétique au beau naturel, et donc ce qui vaut pour l'esthétique vaut aussi pour les arts, ou pour l'art. Donc, tous les deux partent de l'idée que la culture esthétique, et donc l'art aussi, est un bien commun, c'est-à-dire un bien qui est un bien destiné à tous les hommes, les femmes bien sûr, mais à tous les êtres humains, et qui est accessible à tous dans son principe, c'est-à-dire
tous les individus humains disposent des facultés nécessaires pour pouvoir non seulement reconnaître que quelque chose est une œuvre d'art, mais pour pouvoir adopter le point de vue correct, entre guillemets, qu'il faut adopter si on veut tirer profit d'une œuvre d'art plutôt que d'un plat qu'on est en train de manger, etc. Mais ce n'est pas n'importe quel bien commun, parce qu'il y a beaucoup de biens communs. Pour Kant, c'est le bien commun par excellence, du fait qu'il joue un rôle central dans l'émancipation de l'humanité, qui était le grand but des Lumières, c'est que l'humanité sorte de l'âge de sa minorité, où elle est un enfant, où elle doit être guidée, pour qu'elle devienne majeure et que les hommes puissent se guider eux-mêmes. Donc les individus aussi puissent se guider eux-mêmes. Et Kant pensait que l'art jouait un rôle, l'esthétique et l'art après, jouait un rôle central dans cette évolution, parce que ce que lui il appelait l'appréciation esthétique, ou si on veut, l'expérience esthétique, est une expérience dans laquelle notre relation aux choses est une relation libre, non contrainte. Nous ne cherchons rien de précis, nous ne cherchons pas à les utiliser, nous ne cherchons pas non plus à les connaître au sens où on cherche à connaître un objet qui nous est utile ou la nature, etc. Nous sommes réceptifs à ce que l'objet propose, à ce qu'il nous propose. Donc c'est une relation libre à la fois du point de vue de celui qui s'attache à cet objet, mais c'est aussi une relation qui laisse cet objet, qui laisse sa liberté à cet objet, qui n'essaye pas de le faire entrer dans un cadre où on le calcule, où on évalue son poids, etc. Et cette relation libre est une relation dans laquelle se manifeste cette capacité que Kant pense être constitutif de la vraie humanité, c'est-à-dire l'autonomie. On est dans la relation à une œuvre d'art, on est dans une relation dans laquelle on fait une expérience dans laquelle se manifeste sa propre autonomie. C'est la raison pour laquelle il insistait tellement sur le fait que l'appréciation du beau naturel ou d'une œuvre d'art ne doit jamais se faire à partir de normes préétablies. Il avait même cette image, on a beau me dire que ce poème est conforme à toutes les règles, si mon expérience n'est pas de cet ordre, je veux rien entendre, parce que la chose qui compte, c'est mon expérience. Et cette expérience doit être libre au sens où elle ne doit pas prédéterminer ce qui peut se présenter à elle. Et en ce sens-là, il pensait que c'était une sorte de préfiguration de ce que serait, ou ce que sera, espérait-il, l'état de l'humanité une fois qu'elle serait sortie de cette minorité dans laquelle elle était d'une certaine manière de par sa propre faute, parce qu'elle n'arrivait pas à exercer sa propre liberté. Dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité, ça c'est l'œuvre de Schiller, je vais voir si j'arrive, voilà. Donc Schiller est connu pour les lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité, dans laquelle il fait évaluer l'idée que l'art est quelque chose qui est pour tous d'une façon en fait très différente de Kant. Il y développe en effet l'idée, toujours dans cette vision émancipatrice, que l'art est une voie qui mène à l'émancipation ou à la majorité. Les êtres humains deviennent majeurs et l'art est un moyen, ou le moyen par excellence pour accéder à cela. Donc, dans ces lettres, il défendait l'idée qu'il fallait instaurer un État au sens où on dit l'État français, un vrai État, donc une institution, un État esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que cet État était une sorte de point de passage qui permettait d'aller de la situation de ce qu'en allemand on appelle Notstaat, qui est l'état de nécessité, c'est-à-dire en fait des régimes politiques hétéronomes pour la liberté du sujet, donc des régimes politiques dans lesquels c'est l'État qui décide quel est le statut du sujet, ce n'est pas le sujet lui-même, ce n'est pas vous, c'est l'État qui décide, vous êtes serf, vous êtes paysan, vous êtes ceci et cela, vers un État régi par la raison. Alors,
ils étaient très optimistes, ils pensaient qu'un État régi par la raison pouvait être possible, et que même les hommes pouvaient être de part en part raisonnables. Donc l'idée était que si tous les humains sont dans un état où ils n'ont plus besoin d'être tenus en laisse, alors l'état devient quelque chose qui est conforme à la raison. Et l'état esthétique est censé mener de l'un à l'autre. Il est en quelque sorte la charnière qui va éduquer les humains à pouvoir sortir de leur minorité, de leur enfance en quelque sorte éthique et même cognitive et autres, et devenir des vrais adultes, que l'humanité atteigne enfin l'âge des adultes. Cependant, c'était absent chez Kant. L'idée d'une éducation était absente chez lui, parce que l'expérience chez Kant devait être complètement libre. Donc il ne parlait pas d'une éducation à cette expérience. Non, elle devait s'auto-éduquer à travers l'expérience. C'est l'expérience qui s'auto-éduque à travers l'expérience, comme c'est le cas d'ailleurs chez les amateurs d'art. C'est plus on voit d'œuvres, plus on écoute de la musique, et plus on s'auto-éduque dans la connaissance et dans l'appréciation de cette chose-là. Schiele a pensé qu'il fallait une classe spéciale de personnes qui d'abord s'auto-éduquent eux-mêmes. Donc il y a une élite qui s'auto-éduque pour être conforme à ce qu'est un être de raison, donc, et puis qui éduque le peuple ou le reste des gens pour qu'ils atteignent eux aussi ce rôle-là. Et ça, c'est une des orientations qui a joué un rôle important à certains moments dans l'évolution de cette idée de l'éducation, de l'art pour tous. C'était que l'art pour tous devait être le résultat d'un processus éducatif. On sait qu'on éduque les enfants, y compris dans le domaine artistique, mais là, il s'agit d'éduquer les adultes. Et ils sont éduqués par des gens qui ont déjà atteint le stade, une sorte d'avant-garde, qui ont atteint le stade de la raison et donc qui peuvent guider l'éducation des autres. L'état esthétique a encore une autre fonction qui n'est pas explicite, mais qui est à l'arrière-fond certainement de l'esprit de Schiele, c'est qu'il écrit ce texte 6 ans à peu près après la Révolution française, à un moment où la guerre est déjà en Allemagne aussi. Et l'idée est que l'état esthétique est ce qui permet de passer de la soumission à un état et à des lois où les sujets ne sont pas libres, à la liberté, sans avoir besoin de passer par une révolution violente. Donc c'était l'idée vraiment utopique, qui était que l'art, non seulement était un moyen d'émancipation, mais était le seul moyen d'émancipation qui permettait d'éviter ce passage par la violence que Schiele, il vivait à une cour, il avait une position finalement de mineur, et donc il devait aussi faire attention à ce qu'il disait. On voit bien que son but est le but démocratique, le même que celui qu'avait Kant, mais vu là où il était employé, il devait surtout ne pas dire ce que Kant avait accepté, qu'il y ait un moment de violence. Il n'était pas un grand amateur de violence, mais il disait que ce qui était le but et ce qui était s'annoncer dans cette violence était beaucoup plus important que le côté négatif qui était dans la violence. Pour Schiele, c'est différent, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de penseurs allemands dans ces années-là. C'est cette idée que la liberté est quelque chose qui est souhaitable, mais il faut qu'on évite la violence pour y arriver. Et
comme les années après 1995, la violence a augmenté dans toute l'Europe avec les guerres napoléoniennes. Par exemple, les jeunes romantiques qui avaient développé une théorie de l'art pour tous sous la forme d'une théorie du roman comme poésie universelle et autres types d'art. Par exemple, Novalis, le poète Novalis avait pensé à l'idée d'une synthèse de la poésie et de la musique, où on fait une transformation de la poésie en musique qui en ferait l'art universel et qui pourrait, en quelque sorte, construire une nouvelle unité du peuple et de ses dirigeants qui n'existaient plus, etc. Donc, on a, dès le début, deux orientations dans l'art pour tous. Il y a une orientation progressiste qui est celle de Kant et qui est progressiste en un sens où elle ne prétend pas dire quelle forme le progrès doit prendre pour être un progrès. Simplement, il y a cette idée d'un idéal qu'il pose et qu'il dit que l'art peut jouer un rôle important dedans. Il y a l'autre progressisme de l'art pour tous qui est celui de Schiller, qui est vraiment un projet éducatif et qui a été, je pense, et c'est pour cela qu'il est un peu problématique, qui a été réalisé à la perfection, si l'on peut dire, dans les régimes totalitaires. L'art était là pour éduquer le peuple et les artistes étaient des techniciens, des ingénieurs de l'âme, comme on disait en Union soviétique, pour éduquer le peuple. Et la version romantique de l'art pour tous, il y a une première version qui est très progressiste et un peu exubérante, qui est l'idée que l'art va remplacer la philosophie, la religion, tout, et va prendre la place de ce qui va donner à la modernité, où les sujets sont éclatés, une véritable unité. Ça va être l'art ça va être une nouvelle mythologie, que nous n'avons plus de mythologie, etc. Donc elle va le remplacer. Ils ont vite déchanté, ce qui est un des aspects tragiques du romantisme allemand, notamment à cause de l'effet des guerres, et ils ont développé une vision nostalgique de l'unité de l'art pour tous, qui était une vision qu'on va retrouver encore souvent, qui était qu'en fait, il existait une époque où il y avait un art pour tous. C'était le Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que le Moyen-Âge était une époque où il y avait une seule vision du monde, la vision du monde chrétienne, qui unifiait tout le monde. Donc il y avait une unité organique de tous les individus, avec une structure, certes hiérarchique, mais qui était comme dans un organisme, il y a une hiérarchie qui était naturelle et qui était comme il fallait qu'elle soit. Et l'art, à ce moment-là, était vraiment un art partagé, d'après cette façon de voir, par tous. Et l'idée était qu'il fallait essayer de rétablir un tel état, où l'art puisse être de nouveau jouer ce rôle, ce qui signifiait, par exemple pour Novalis, qui a écrit ça alors qu'il était encore jeune, qu'il fallait retourner en quelque sorte à l'état de la culture européenne qui avait été celui du Moyen-Âge, ce qu'il appelait l'âge de la chrétienté. Et d'où, par exemple, chez quelqu'un comme Friedrich Schlegel, qui entre dans le même processus, lui, quand il était jeune, avait vu l'art pour tous dans le roman qui allait tout absorber, désormais, il regardait, par exemple, les tableaux et l'histoire de la peinture, et il essayait de trouver le moment à partir duquel ça a commencé à aller mal, c'est-à-dire où cette unité a été cassée. Et pour lui, cette unité a été cassée dès la Renaissance. Donc son idéal d'un art pour tous, c'est de retrouver l'art tel qu'il était avant cette dissociation
entre l'art et l'âme du peuple, si l'on veut, et la religion qui avait commencé avec la Renaissance. Donc de ce point de vue-là, on voit bien déjà, je pense que c'est pas très simple, l'art pour tous. Ça peut vouloir signifier des choses très, 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 très différentes. Et je vous ai mis une citation de Schiller à la fin, qui est « Le beau n'est pas un concept de l'expérience, c'est un impératif ». Donc, ça veut dire qu'en fait, l'art est assimilé à un impératif éthique. Ce n'est pas un concept de l'expérience, ça c'est ce que Kant avait dit. C'est quelque chose qui relève de l'expérience que chacun d'entre nous fait, plus ou moins heureusement ou sans succès, etc. Mais c'est un concept de l'expérience. C'est même presque la définition de ce qu'est l'expérience comme pure expérience. Ça, c'est le beau. Pour Schiller, c'est un impératif, c'est-à-dire c'est une norme qui doit être réalisée. Et entre ces deux visions de l'art de l'art pour tous, il y a un grand écart et qui va se retrouver tout au long de l'histoire. Je n'ai pas le temps d'entrer beaucoup dans l'histoire de ce voilà. Mais je vais simplement vous dire quelques exemples de l'art pour tous, de l'expression, l'importance de l'expression au XIXe siècle. Il y a une revue très célèbre qui a été la revue la plus importante sur les arts décoratifs et les arts industriels pendant 40 ans, qui s'appelle explicitement L'art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et décoratif, et qui s'inscrit dans un mouvement qui est aussi une variante de la théorie de l'art pour tous, mais qui n'est pas une variante qui dit l'art pour tous, ça veut dire qu'il faut éduquer les gens qui n'ont pas de culture pour qu'ils puissent apprécier les œuvres d'art. Là, ça signifie il faut ouvrir le domaine des arts, il faut accepter dans le domaine des arts des pratiques qui ont une dimension esthétique, mais qui, pour des raisons liées au canon classique des beaux-arts, n'ont pas été acceptées dans le domaine de l'art. Et tous les gens qui défendent l'entrée de l'art industriel et décoratif dans le canon artistique, ou qui disent qu'il faut les traiter comme des arts, sont en même temps, en général, des gens qui défendent l'idée de l'art pour tous, que l'art est quelque chose qui est pour tous. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils disent que, mais vous savez, si vous acceptez que les arts décoratifs et l'art industriel entrent dans la catégorie artistique, alors il y a de l'art dans toutes les couches de la population. Tout le monde a de la vaisselle à la maison, tout le monde a des vases à la maison, tout le monde a des meubles à la maison. Et si vous acceptez que ça, c'est de l'art, alors l'idée d'un art pour tous ne signifie pas simplement qu'il y a la foule des ignorants qu'il faut éduquer, mais qu'il y a une nécessité pour les connaisseurs et les spécialistes de l'art d'aller voir ce qui se fait en dehors du domaine des arts canoniques et de découvrir éventuellement que ce qui se fait en dehors est esthétiquement peut-être tout aussi intéressant. C'était aussi parce qu'il disait, mais vous voyez, ces objets-là, dans ces objets-là, l'art n'est pas séparé de la vie, il est immergé dans la vie. Que ce soit des objets, des outils, que ce soit des objets qu'on utilise à la maison, que ce soit des meubles, c'est quelque chose ce sont des choses avec lesquelles les gens vivent dans toutes les couches de la société du jour, de chaque jour. Un autre exemple de l'art vraiment qui vient de la haute culture. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a jamais vu le Folkwang Museum à Essen, qui est un des musées d'art moderne les plus importants du monde, mais qui était précédé par le Folkwang Museum à Hagen, qui est une petite ville à côté d'Essen. Donc tout ça, c'est dans la Ruhr, dans une région industrielle en Allemagne. Et autour de 1900, un mécène de la région qui s'appelait Osthaus a eu l'idée de faire ce musée qui était à la fois le premier musée qui était ouvert à l'art vivant. Il exposait dès
tout le début des premières années du XXe siècle, Matisse, les impressionnistes bien entendu, mais aussi Matisse, donc il allait au-delà, il a exposé très vite les expressionnistes, il a exposé dans les mêmes salles de l'art africain ou d'autres peuples non européens. Il avait fait faire, tout l'intérieur était dû à Henri van de Velde, donc en fait un représentant des arts décoratifs, de l'art nouveau, et c'était pensé comme une unité entre les objets exposés et l'espace dans lequel ils étaient. C'était un espace pensé pour chaque coin de l'espace était pensé pour une œuvre précise. Donc il y avait cette unité. Ça venait de l'œuvre d'art totale de Wagner, en fait. C'est ça qu'il voulait réaliser à cette façon. Mais il y avait aussi l'idée que l'art est pour tous. Et c'est pour cette raison que c'est dans la Ruhr, donc dans une région d'ouvriers de mines, enfin donc pauvres, pour la majorité de la population, qu'il a ouvert ce musée, et qu'il n'a pas seulement ouvert le musée, mais il a aussi ouvert des cours, des classes, etc., avec cette idée que peu à peu, si ça allait donner quelque chose, eh bien, il y aurait une fin à cette séparation entre l'art et la vie, que lui avait en quelque sorte symboliquement réalisé dans son musée, où il avait créé l'unité entre les arts décoratifs et la peinture et la sculpture, etc. Mais qu'au-delà, il fallait aller au-delà, et qu'il y ait une unité entre la vie en dehors du musée et la vie dans le musée, et qu'il devait y avoir des échanges. D'ailleurs, lorsque les nazis sont venus au pouvoir, une grande partie des œuvres qu'il avait justement exposées ont été enlevées et n'ont pas pu être montrées, ou ont été vendues contre de l'argent, parce que c'était considéré comme de l'art dégénéré. Il y a cependant un aspect ambigu dans son projet, parce que Volkwang, ça veut dire le chant du peuple, le chant au sens d'une prairie ou un truc comme ça. Et ça fait allusion à la vieille mythologie germanique qui était que c'était le lieu où le peuple se réunissait. Donc il y a et ça, c'était quelque chose qui plaisait aux nazis aussi, parce que ça c'était les Germains, etc. Donc il y avait cette ambiguïté, parce que Osthaus était en fait par bien des aspects un nationaliste, mais qu'il était pris entre deux, il se trouvait pris entre deux idéaux qui étaient là. C'était un idéal cosmopolite, que l'art pour tous est un art international, n'est pas un art ethniciste, et de l'autre côté ce vieil fond ethniciste qu'on trouvait à l'époque en Allemagne. Mais donc c'est un exemple d'une réalisation de l'art pour tous qui subsiste encore un peu aujourd'hui dans le grand Volkwang Museum à Essen, qui garde un peu de cette tradition. En France, Louis Lumet, il est bien sûr beaucoup moins connu. Je pense que c'était un libertaire anarchiste, socialiste anarchiste, qui avait fondé un groupe qui s'appelait le groupe de propagande esthétique, ce qui est un joli nom quand on pense aux connotations que le nom de propagande a pris par après, mais ça voulait dire faire l'éloge et comment défendre, non, mais pousser en avant les gens pour qu'ils s'intéressent à l'esthétique. Et c'était une entreprise de dimension relativement modeste, parce qu'ils ne touchaient pas énormément de gens, mais ils ont travaillé pendant plusieurs années à emmener, par exemple, des ouvriers, ou pas nécessairement des ouvriers, aussi des enfants, au musée. Ils ont essayé d'instaurer des cours d'art. Ils ont milité auprès du gouvernement qui venait d'instaurer l'école pour tous, que l'éducation artistique soit donnée à l'intérieur de l'école primaire
dès le début aux enfants, un projet qui a été controversé pendant très très longtemps. Pendant des dizaines d'années, il y a eu des débats et des querelles autour de ça. Est-ce que l'art doit être à l'école? Et qu'est-ce que ça veut dire l'art à l'école? Est-ce que ça veut dire que les enfants doivent apprendre à connaître l'art? Et est-ce que ça veut dire qu'ils doivent apprendre à le pratiquer? Ou est-ce qu'il faut décorer l'école? Ou est-ce que c'est tout ça ensemble qu'il faut faire? Donc, ce groupe-là, ils avaient cette idée. Lumet partait de l'idée, comme l'idée kantienne, que l'art peut être rendu accessible à tout le monde, parce que tout le monde a parce que tout le monde un homme est un homme, mais qu'il y a des circonstances extérieures qui l'empêchent, et que le rôle son rôle et d'autres est d'aider à ce que à faire disparaître ces obstacles externes. Alors, il était, donc je l'ai dit, il était anarchiste. Et en fait, ses idées étaient très proches de quelqu'un qui est beaucoup plus connu que lui, qui est William Morris, le grand artiste, par ailleurs anglais, mais qui est entre autres connu pour avoir inventé le papier peint qu'on met sur les murs, et surtout la mise en œuvre d'une esthétique ambitieuse pour des objets d'usage. Dans celui-là, il faisait aussi de la céramique, mais qui était un anarchiste sans doute plus radical, un socialo-anarchiste sans doute encore plus radical que Lumet, et qui avait défendu l'idée que, en fait, il fallait qu'il y ait une révolution, bien sûr, mais qui devait être une révolution à la fois sociale, mais aussi une révolution de l'art. C'est-à-dire, l'art devait à la fois cesser d'être hors de la vie, mais devait être partie intégrante de la vie, et en même temps que le travail devait cesser d'être du labor, productive labor, donc la production comme labor, donc peine, et devait devenir productive leisure, donc du loisir. C'est-à-dire le travail lui-même, ça c'est une vieille idée des utopies communistes, que le travail lui-même devienne un loisir, mais un loisir sérieux. Et l'art était, pour Morris, une sorte de préfiguration de ce que devrait être après l'ensemble des activités productives de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle devait être exercée comme un artiste exerce son art, avec la même identification de sa propre individualité au travail qu'il fait, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très présent pendant une dizaine d'années, et puis après qui disparaît. Mais c'était une vision tout à fait intéressante, il me semble, de l'art pour tous. Si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voulais quand même vous donner un ou deux exemples beaucoup de gens, et beaucoup de gens importants, n'étaient évidemment pas du tout d'accord avec l'art pour tous. Ils trouvaient que c'était ça allait détruire l'art, enfin, tout simplement. Et il y a eu beaucoup de textes en France et dans tous les pays. En France, il y a par exemple, Brunetière, qui était un spécialiste de la littérature, qui a écrit Contre l'art pour tous. Mais il y a surtout quelqu'un qu'on est bien pour être un des plus grands poètes du 19e siècle, qui est Mallarmé. Mallarmé a écrit un texte, c'est un texte de jeunesse, il ne l'a pas repris dans ses œuvres, qui s'appelait Hérésie artistique, l'art pour tous. Donc c'est vraiment aussi l'expression l'art pour tous, ça montre bien que c'est une expression qui était présente à ce moment-là. D'ailleurs, c'est en 62, c'est une année après la fondation de l'encyclopédie l'art pour tous. Donc il y avait bien, donc il prend le contre-pied total de l'art pour tous. Il dit que l'art est une chose sacrée, et une chose sacrée doit s'envelopper de mystères. Le sacré doit s'envelopper de mystères. Il prend bien sûr l'exemple des religions et il dit, eh bien, c'est pareil pour la poésie. La poésie est
une activité sacrée, une chose sacrée, donc il faut qu'elle reste voilée dans le mystère. Or, le problème de la poésie est qu'elle se sert d'un matériau qui est le matériau dont se sert tout le monde pour parler la langue. Alors que l'artiste, il a des matériaux, l'artiste plastique, il a des matériaux spécifiques, le musicien a des matériaux spécifiques, il a des techniques très particulières qu'il faut que la plupart des gens ne maîtrisent pas, et il n'y a que les gens qui ont le don qui peuvent vraiment développer un talent dans ces domaines-là. C'est pareil en poésie, mais malheureusement, comme la poésie se sert de la langue, la foule, de tout venant, croit que la poésie, c'est aussi pour moi, puisque c'est des discours, c'est de la langue, donc je parle, je comprends ce que je dis, je comprends les autres, donc je comprends aussi la poésie. Et il dit, ça c'est le plus grand danger pour la poésie, c'est que les sots, pas intelligents, ont l'impression de pouvoir comprendre. Ils ne considèrent pas qu'ils sont capables de comprendre une note de Verdi, et dans cet exemple-là, ils ne croient pas qu'ils sont capables de pouvoir pénétrer la richesse d'un tableau, mais la poésie, là, ils pensent qu'ils peuvent comprendre. Donc, son idée est que l'art pour tous est en fait une abomination parce que ça détruit l'art. Et il dit le summum de cette destruction, ça va arriver, il dit, et ça va arriver bientôt, en 62, c'est qu'on va enseigner la poésie. Et enseigner la poésie, c'est contradictoire avec l'idée même de ce qu'est un art. Un art ne peut pas être enseigné à plusieurs à la fois. Enfin, historiquement, on peut en discuter, mais c'était ça ce qu'il pensait. L'art s'enseigne uniquement, lorsqu'il s'enseigne, ce qui est rare, il peut s'enseigner que dans un passage du maître au disciple, cette relation, voilà, et non pas un maître qui enseigne à plusieurs. Parce que ce qui peut être enseigné à plusieurs, ça devient une science, et donc ce n'est plus un art. Donc il faut pas qu'il y ait de l'instruction de la poésie dans les classes, il ne faut pas que les enfants apprennent la poésie. Et il dit à ses collègues, et puis vous ne devriez pas vous réjouir quand vous vendez beaucoup d'exemplaires. Vous devriez vous enfuir, parce que ça veut dire que votre art est mort, puisque le commun... voilà. C'est une manière de voir les choses qu'il a abandonnées plus tard, mais c'était la naissance du symbolisme, et c'était représentatif de ce qui pouvait se faire à cette époque-là. Donc voilà, il est indispensable de l'enseigner dans les collèges, et irrésistiblement, comme tout ce qui est enseigné à plusieurs, la poésie sera abaissée au rang d'une science. Voilà, ça c'est... Donc c'est un texte très, mais très intéressant, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est une véritable objection à l'idée de l'art pour tous, au sens de tout le monde peut avoir accès facilement à tout. C'était l'idée que pour avoir un véritable accès à des pratiques artistiques complexes qui ont une longue histoire, et donc auquel de générations et des générations d'artistes ont collaboré pour lui donner l'état qu'il a aujourd'hui, il faut qu'il y ait un public qui soit capable à entrer dans cette profondeur. Et donc, un peu comme vous avez certainement lu que la plupart d'entre nous, quand nous allons dans des musées, nous passons en moyenne 15 ou 20 secondes devant un tableau. Lorsque nous sommes très sérieux, nous restons 1 minute. Nous avions, quand je travaillais encore à l'EHSS, fait des expérimentations à Colmar pour le retable d'Isenheim qui était en train d'être restauré. Et nous faisions marcher les gens avec des eye trackers pour regarder le retable. Et entre autres, nous avons regardé combien de temps ils regardaient.
et regardez pareil que les gens qui sont dans le Louvre, c'est-à-dire ça passe comme ça. Et ils passent plus de temps à lire les trucs, les informations, qu'après, les seuls qui ne le font pas, c'est les enfants. Mais les enfants, ils ne regardent pas tout non plus. Ils n'ont pas cette idée que je dois voir toutes les images du retable, ils s'en foutent. Ils disent, ah là, il y a quelque chose, un cercle rouge et jaune, et ils restent là pendant 2-3 minutes en se posant toutes sortes de questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le tableau, mais c'est pas ça. Ils retournent toujours de nouveau à cette impression qu'ils ont, alors que les adultes, non. Les adultes, où est-ce qu'ils vont tous? Ils vont tous d'abord voir la crucifixion. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu dans n'importe quel guide qu'il faut voir la crucifixion. C'est la crucifixion la plus terrible, ce qui est vrai, qui ait jamais été peinte, et c'est le chef-d'œuvre de Grunewald. Et donc tout le monde se précipite pour voir cette crucifixion, et le reste du retable, qui est tout aussi splendide, n'est pas vu. Donc ça, c'est aussi des aspects de l'art pour tous, qui tient au fait que, qui est peut-être lié à notre époque, nous avons des difficultés à fixer notre attention longtemps sur la même chose. Parce que dans la vie quotidienne, nous avons tout le temps besoin de changer justement d'objets de focalisation, et surtout aujourd'hui avec les objets techniques, notre attention doit toujours aller ailleurs. Le musée, qui devrait en quelque sorte permettre une vision et une attention plus soutenue, malheureusement travaille sans le savoir lui-même contre cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'il amasse une quantité d'œuvres telles que si vous entrez, et c'est pareil pour les énormes expositions, il n'y a pas de panneau qui dit nous vous conseillons de regarder 3 tableaux ou 4 et puis de revenir un autre jour pour regarder les autres. Votre expérience sera certainement plus riche et plus satisfaisante. Ce qui fait que l'art pour tous, dans ces cas-là, ça consiste à être capable de gérer des queues, à gérer des flux, mais c'est tout. Et le flux est plus important, en fait, que le temps pour le musée, que le nombre de minutes que les gens passent devant eux. Donc, il y a cet aspect, et il y a d'autres aspects de ce genre qui font que l'art pour tous produit aussi des effets secondaires, non voulus, certainement, mais qui peuvent être malheureux. Peut-être que quelqu'un qui parcourt tout le Louvre pour arriver à la Joconde, et qui n'arrive même pas à voir la Joconde parce qu'il y a 100 personnes qui ont eu exactement la même idée et qui sont juste venues avant lui, peut-être s'il était resté à la maison, s'il avait regardé à travers la fenêtre dans son jardin, il aurait eu une expérience plus riche que celle-là. Une des idées de Lumet, c'était qu'il faut cesser d'identifier l'art, ce qu'il a appelé au luxe. Et ce qui faisait que les gens pauvres achetaient de pâles imitations pour les objets de la maison de produits faits ailleurs. Et il disait il faut que les gens achètent des objets qui soient beaux au sens où ils remplissent bien leur fonction. Un objet qui remplit bien sa fonction a toujours une certaine élégance, puisqu'il atteint le résultat le plus parfait avec le minimum de moyens, puisque pour un objet utile, c'est ça. Il faut donc il y a dans les mouvements de l'art pour tous en fait de toutes sortes d'orientations qu'on ne peut pas en quelque sorte mettre dans la même valeur. Je termine sur une toute dernière remarque. Il me semble, mais ça c'est vraiment une opinion personnelle, que du fait de l'extension très très rapide du domaine des arts au XXe siècle, et surtout déjà au début avec la photographie qui commençait à être reconnue comme un art alors qu'elle existait déjà au XIXe siècle, le cinéma. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, le déferlement des arts
qu'autrefois on aurait qualifié de populaires, mais qui ne sont pas des arts populaires, qui ne sont pas non plus vraiment des arts de masse, mais qui, la bande dessinée, les dessins animés, puis en musique, les innombrables genres de musique qui avant étaient connus, mais n'étaient connus que des musiciens, parmi les amateurs de musique, mais n'étaient connus que des musiciens créateurs. Bartók savait ce que c'était que le jazz, savait quel rythme, etc. D'autres musiciens ont employé le jazz en musique classique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ces musiques se sont développées elles-mêmes. Et comme le cinéma et comme la photographie d'une certaine manière, mais le cinéma beaucoup plus, ils ont développé des communautés d'amateurs qui ne sont pas... qui sont difficilement influençables par ce que peuvent, par exemple, dire des critiques. Le problème de la critique cinématographique, par exemple, depuis le début, a été que leur influence comparée à la critique de l'ivresse, des livres, est infiniment plus petit, ce qui rend d'ailleurs difficile la prévision du succès d'un film à partir des projections qu'on faisait pour les critiques. C'est pour ça qu'on a remplacé les critiques par des gens quelconques qui viennent faire les prévisions, les premières visions pour voir comment le film agit. Donc il y a une horizontalisation, en fait, dans notre rapport aux arts, qui fait que le mot d'ordre, l'art pour tous, ne peut plus fonctionner dans sa dimension éducative, qui était quand même une des dimensions qui était posée comme importante à son début. C'est pour ça qu'il y avait le terme mépris, j'en ai pas parlé, mais moi, il me semble que pendant longtemps, l'attitude vis-à-vis de ces arts de masse, si l'on veut, a été une attitude de mépris, mais qui ne résolvait rien, puisque ça n'a strictement rien changé au développement de ces arts qui ont suivi leur propre développement. Adorno, qui était vraiment un grand philosophe esthéticien, sans doute un des grands, je pense, du XXe siècle, a écrit des choses sur le jazz. En gros, c'était « le jazz n'est pas un art, c'est du pur divertissement ». Bon, on peut discuter si un divertissement ne peut pas être un art, mais en tout cas, pour lui, l'art, c'était tout à fait autre chose. Et donc, ça ne peut pas être un art. Et il avait, même comme il était un grand spécialiste de musique, y compris il composait de la musique, il a essayé de montrer par une analyse musicale stricte que les rythmes étaient redondants, qu'il n'y avait que 10 ou 12 variations et qui revenaient sans cesse, en sorte que si vous avez écouté un morceau, vous avez écouté tout, etc. Alors même qu'à cette époque, des artistes s'intéressaient au jazz ou à des musiques populaires ou au blues, etc. De même que les peintres, depuis le début du siècle, s'intéressaient à des objets non canoniques, qui étaient considérés comme ne relevant même pas de l'art. Donc le problème n'est pas un problème que les peintres seraient ségrégationnistes ou les artistes seraient ségrégationnistes et voudraient s'enfermer. Même Mallarmé, qui au début avait ces positions très extrêmes, a écrit beaucoup après sur la mode, sur toutes sortes, sur les bicyclettes, sur les gens à bicyclette. Donc, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Et je crois que le projet d'un art pour tous n'a de réel sens que dans des époques qui ne sont plus les nôtres, où cette perspective, me semble-t-il, ne marche plus. Et où elle ne peut pas non plus marcher en ce qui concerne sa vision utopiste, parce que, voilà, je ne vais pas... il y a un argument philosophique qui fait que faire éduquer quelqu'un à la liberté est une activité autocontradictoire, puisque éduquer quelqu'un, c'est lui dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La liberté, c'est censé où le sujet décide lui-même. Si vous éduquez quelqu'un à la liberté, vous le faites par une voie qui est une voie qui, en fait, empêche sa liberté, puisqu'il doit suivre la voie que vous êtes. Et c'est la même chose, d'après moi, dans l'idéal de Schiller, éduquer à l'art ou à la liberté, parce que c'était la liberté à travers l'art,
c'est en fait détruire cette liberté en même temps où on dit qu'on va la créer. Voilà, ça c'est un truc technique peut-être pour philosophe, et je m'arrête là. Je ne sais pas si je vous ai dit grand-chose là. Merci. Bien, je voudrais tout d'abord remercier Jacques Serrano de son invitation et Jean-Marie Schaffer d'avoir suggéré de me faire inviter par la... C'était pour te punir. Bien, alors, bon, tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas du tout fondamentalement en désaccord, même il y a un très large accord. Bon, il y a certaines choses quand même qui me gênent un peu. Je trouve que d'abord que tu es extrêmement sévère sur Schiller. Je crois que, je ne sais pas s'il nous entendait du fond de son tombeau, je ne sais pas la réaction qu'il aurait, parce que tu l'as presque relié au totalitarisme. Bon, j'avoue que ça me semble une conception qui va un peu loin. Bon, mon arrière-plan philosophique, moi, n'est pas allemand. Je me réclame directement ni de Kant ni de Schiller. Je suis plus proche de Schiller, je pense, que de Kant. Mais j'aimerais apporter une espèce de contrepoint, d'une certaine façon, qui vient du milieu britannique. Je voudrais me servir un petit peu pour commencer, parce que ce qui me gêne, si tu veux, c'est l'art pour tous, l'art pour l'art, etc., que tu mets un peu en vis-à-vis l'un de l'autre. Bon, l'art pour l'art, à mon avis, c'est une expression qui est aujourd'hui totalement démonétisée. Personne ne se réclame véritablement de ça. Ce qu'il en reste, c'est l'idée que l'art est le seul sujet de l'art. C'est une chose que les Américains ont répété à l'envi. Tout l'expressionnisme abstrait part de là. Newman disait pourquoi un artiste peint? Pour avoir quelque chose à voir. Et donc il fallait que l'art se nourrisse d'une certaine façon un peu de son histoire, parce qu'il y a effectivement un processus interne, mais surtout que son objet, il le trouve en lui-même. Alors, je voudrais faire un rapide développement, si vous voulez, autour de cette idée de libérer l'art de son concept. Parce que ce qui est un peu problématique dans l'art pour quelque chose, c'est qu'on ne sort pas d'un concept et qui est mal défini. Parce que de quoi parle-t-on, finalement, quand on parle de l'art pour tous ou de l'art pour l'art? Et je voudrais faire appel à un auteur très en vue de nos jours, qui est Dominique Lopez, qui a écrit il y a une dizaine d'années à peu près un ouvrage qui s'appelle Beyond Art. Et il se trouve que ce livre vient d'être traduit en français. C'est sorti il y a 3 semaines, je crois à peu près, sous le titre « Définir l'art et après ». C'est aux presses de Rennes, paru donc à la rentrée dernière. Là. Et je crois qu'il y a une chose intéressante qu'il dit, c'est qu'il y a 3 étapes théoriques, disons, qu'on peut définir. Pendant longtemps, on a cherché une théorie de l'art. C'est la position essentialiste, je dirais, traditionnelle, bon, qui n'a pas disparu, disons, mais qui s'est atténuée ou qui est devenue un peu plus floue qu'avant. Et où la question était de se demander qu'est-ce que toutes les œuvres doivent avoir en commun pour qu'on puisse les regrouper finalement dans une même catégorie. C'est le type de réflexion que Wittgenstein a faite au niveau des jeux finalement. Et un des articles majeurs en la matière dans les années 50, c'est celui de quelqu'un qui s'appelle Weitz, qui se posait des questions sur justement les cas tangents. Est-ce que le collage appartient encore à la peinture? Est-ce que le roman journal est un vrai roman? Et quid de l'objet trouvé, par exemple, etc.
Et en ce sens, comme tu l'as dit d'ailleurs à un moment donné, les limites de l'art n'ont cessé de se distendre, n'ont cessé de s'élargir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'il faut faire entrer dedans et s'il y a même des frontières, en quelque sorte, absolues. Bon, la deuxième étape, c'est une théorie des arts. Alors là, on assiste à une pluralisation, parce qu'on ne cherche plus une entité comme ça, unique, qui serait l'art, comme il y aurait la religion, comme il y aurait la politique, etc., mais des arts qui ont des identités différentes. Une sonate n'est pas une aquarelle, etc. Mais cette théorie des arts conserve quand même une perspective unifiante, en particulier par le biais des caractérisations esthétiques. C'est la beauté, c'est la valeur qui ont joué ce rôle, ou bien par le biais de caractéristiques symboliques. Par exemple, la portée cognitive, ou encore par des correspondances transversales, y compris, par exemple, chez les romantiques, ou encore plus dans le symbolisme. Alors, c'est une position qu'on appelle parfois fonctionnelle en esthétique, dont le représentant le plus marquant a été Beardsley, qui avait aussi comme défaut, et tu l'as noté à la fin avec Adorno, mais Beardsley c'était exactement pareil, il pensait les pires choses du jazz, pour lui c'était vraiment de la sous-musique, etc. Donc il y a ce côté sélectif qui est gênant. Alors comment dépasser cela ? Eh bien, ce que propose Dominique Lopez, c'est ce qu'il appelle les théories des arts. Alors là, on sort d'un cadre unifié. Il n'y a plus que des réseaux qui fonctionnent par le biais de pratiques qui sont partagées. Qu'est-ce qu'on appelle un art ? Eh bien, c'est un groupe de pratiques que des gens partagent régulièrement. Donc, on passe, disons, on s'éloigne du pôle théorique pour aller vers un pôle pratique. Et ces pratiques sont souvent partiellement interconnectées, évidemment, les unes avec les autres, parce qu'un individu ne s'intéresse jamais à une seule chose de façon unique. Alors, tant que ces pratiques coexistent sans heurts, bon, il n'y a pas de souci. Mais, comme on le sait, ce n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas parce qu'on a tendance, spontanément, je dirais même si on se corrige de ce point de vue-là, on a tendance à traiter une position différente de la sienne comme une position rivale. Et ici, donc, les identités n'apportent plus rien, car on ne sait pas comment arbitrer entre des pratiques divergentes. Et la question centrale, c'est celle des relations entre, lorsqu'il appelle, en français, ça passe beaucoup plus mal, les insiders et outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur, qui ont déjà, en somme, les réponses attendues, et puis ceux qui sont à l'extérieur. Je vous cite juste un tout petit texte, très court. Il dit « Il existe deux manières d'être à l'extérieur, donc d'une activité de type artistique. Seuls ceux qui sont à l'intérieur mettent en jeu les valeurs d'une pratique esthétique en agissant sur elle, mais certains à l'extérieur sont en position de reconnaître les valeurs qu'ont ceux de l'intérieur. Ils peuvent comprendre la perspective telle qu'elle est vue de l'intérieur. D'autres, au contraire, qui sont extérieurs, ne peuvent voir les valeurs et sont donc incapables de comprendre la perspective de ceux qui sont à l'intérieur. Alors c'est extrait d'un autre petit livre qui est paru récemment, il y a 2 ans, par 3 esthéticiens assez connus aujourd'hui, donc Dominique Lopez, Ben Snaney et Nick Riegel. Ça s'appelle Aesthetic Life and Why It Matters. La vie esthétique et pourquoi elle a de l'importance.
Le problème, c'est que quand on arrive au bout de ce genre de raisonnement, le renoncement à l'universel produit des effets de désorientation sur le plan de l'expérience esthétique. Et alors, il y a deux façons de réagir à ça, deux façons courantes de réagir. La première, c'est l'indifférentisme, de dire, finalement, tout se vaut. Chacun choisit ses préférences. Il n'y a pas de sens à vouloir affirmer la prévalence d'une valeur au détriment d'autres. Tout au plus, on peut soutenir qu'il y a une forme de perspectivisme. On pourrait adopter telle perspective à un moment donné, puis changer de perspective à un autre moment, etc. Mais sur le fond, finalement, il n'y a pas de sens à hiérarchiser quoi que ce soit. Et l'autre échappatoire, qui est en apparence à l'opposé, mais qui est assez complice de la première, c'est le conformisme. Le conformisme, c'est-à-dire qu'on suit les modes. On se rallie par tactique ou par faiblesse aux opinions qui sont les plus en vue. C'est ce que pratiquent les réseaux sociaux. On va voir, un tel défend ceci, alors rallions-nous à cela. Bon, alors, ce qui fait que finalement, je suis tout à fait d'accord quand tu nous ramènes finalement à ces sources historiques de Kant et de Schiller. Mais personnellement, je t'avoue que ça ne m'aide pas beaucoup dans ma façon finalement d'aborder en quelque sorte les questions esthétiques, enfin telles que je les appréhende. Oui, je comprends. Mais d'une certaine manière, moi, ce que j'ai dit, c'est que je pense que la question de l'art pour tous est une question du passé. Donc, elle ne sert à rien aujourd'hui. Moi non plus, ça ne sert à rien. Mais j'essayais de comprendre d'où elle venait, puisqu'elle avait eu un grand rôle. Et donc, c'est pour ça que je suis remonté jusqu'à Kant. Donc, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec toi. Schiller, non, j'ai vraiment pas voulu suggérer qu'il ait en quoi que ce soit préparé le nazisme. J'ai simplement dit qu'il a proposé ce modèle éducatif, et ce modèle éducatif a pris des formes très différentes, des formes tout à fait, que je trouve même admirables pour les gens qui sont dans les disciplines, et puis des formes vraiment catastrophiques pour les gens impliqués, bien sûr. Donc ça, c'est tout. Mais c'est parce que, quand même, ce qu'il y a de commun, c'est cette idée d'éducation. C'est-à-dire que de partir de l'idée que les gens n'ont pas atteint la majorité, qu'il faut que quelqu'un les forme. Qu'on forme des enfants, c'est normal, puisque les enfants, ils grandissent, mais qu'il faille former les adultes, sauf pour des compétences qu'ils ont besoin d'avoir, mais qu'il faille les former à être des êtres humains, ça me paraît une vision... celui qui arrive à se mettre à cette place-là, de celui qui forme un être humain à être un être humain. Bon. Mais c'est pas une objection c'était simple. On peut dire qu'il y a, dans les trucs de l'éducation, il y a le côté lumineux, mais il peut aussi y avoir un côté noir. Sur les choses que tu as dit des théories de Dominique Lopez et de Benz et de Nanay, Dominique, ça me paraît très intéressant. Mais en fait, c'est de la sociologie. Ça a déjà été fait avant par des sociologues. Et je trouve que c'est très bien que la philosophie se mette à devenir descriptive. Et je pense aussi, tu dis, c'est des solutions qui, en fait, à la fin, on est quand même là, un peu les mains vides parce qu'on ne sait pas quoi. Je me demande si l'idée même qu'on puisse avoir quelque chose entre les mains à la fin, c'est pas c'est pas une illusion. Par exemple, que tu dis qu'on est désorienté, mais la désorientation, elle est simplement due au fait qu'il y a tellement de choses qui se font, c'est dans le domaine artistique et dans d'autres, que de toute façon personne n'a de vision englobante de tout. Et mais ce n'est pas c'est pas nécessairement un défaut.
si la réalité est comme ça, il faut vivre avec cette réalité, non? Ah ben, il faut s'en accommoder, oui, Oui. je suis d'accord. Mais il faut essayer de développer des outils qui Oui. permettent qu'on arrive à se débrouiller avec cette réalité-là, qu'on ne soit pas perdu totalement. Mais je crois que nous sommes dans une situation, en tout cas dans le domaine de la question que les philosophes se posent traditionnellement quand ils s'intéressent à l'art. Qu'est-ce que l'art? Soit on est vraiment... Non, on la pose plus sous Non, cette forme. non, mais oui, mais elle est quand même très souvent encore sous-jacente. Oui. Non? Ah ben, inévitablement. Mais moi, j'ai plus d'attirance pour une solution que tu avais indiquée avant, qui est celle une théorie des arts. Sauf que je ne pense pas qu'il peut y avoir une théorie des arts, non? Tu ne penses pas non plus? Lopez dit des théories. Oui, Lopez dit, mais avant tu avais l'idée d'une Oui. théorie des... Voilà, Ben, donc, c'est il y une avait étape cette- intermédiaire. et si on suit Lopez, on fait de la sociologie. Oui, mais on n'en fait pas au Ce sens qui n'est pas mauvais, hein, ce qui est une bonne chose. où Moi, on je- en faisait en j'ai- France j'ai dans les beaucoup- années 50, parce qu'il y a eu des tas de gens qui ont fait de la sociologie de l'art. Oui, mais ça c'était... Oui, mais je veux dire, ce que la sociologie a fait depuis 15-20 ans, Oui. hein, c'est ça. Mais dans son La cas, théorie des réseaux, c'est vraiment ça vient de la sociologie. oui, bien sûr, ça vient de la sociologie, mais seulement ça permet de dialoguer avec la philosophie de l'esprit, par exemple, Tout à fait, des oui. questions comme ça, ce qui n'était pas le cas des vieilles théories, enfin, vieilles, c'est pas péjoratif, théories sociologiques. Ouais. Non, mais je pense que sur la plupart des questions, je suis d'accord avec toi, y compris avec ta critique au début concernant l'art pour l'art et l'art pour tous. Oui, c'est des choses du 19e siècle. Mmh. Mais je parlais du 19e siècle. Oui, non, mais je sais. Mais, Mais alors, par contre, bon, il y a ce mot de mépris là, qui figure dans, Oui, la- mais dans le oui. titre. Bon, tu y as fait allusion à la fin, mais tu en parles très peu au milieu. Et moi, j'avoue que c'est un terme qui me gêne, que je Ouais. considère qu'il n'est pas du tout indiqué pour aborder ces questions d'une manière qui soit constructive. Alors, je ne méconnais pas du tout qu'il existe des attitudes d'élitisme intransigeant, hein, qui exhibent une forme de condescendance vis-à-vis de ceux qui ne font pas partie du cercle de privilégiés. Mais ça me paraît refléter une situation d'ignorance ou d'aveuglement, davantage qu'un engagement assumé. Et c'est un peu la même question que l'académisme. L'académisme s'est rigidifié petit à petit, mais au départ, disons, l'académisme n'a rien d'une théorie, extrêmement limitative, puisque son maître mot, c'est l'invention. Et l'incompréhension de la part de cette supposée élite résulte moins d'une forme d'entêtement, je dirais, et de stupidité que de la difficulté à savoir adopter finalement la bonne perspective. Et ce qui me frappe beaucoup plus, moi, c'est qu'en retour, il y a aujourd'hui, chez les gens qui se sentent méprisés, en retour, il y a une forme caractéristique d'anti-élitisme qui est tout aussi violent, tout aussi dogmatique, qui est l'arrogance de la non-culture, qui revendique d'être reconnue comme une forme originale, voire plus authentique, de culture. Et moi, c'est le phénomène qui me frappe le plus, beaucoup plus que tout ce qu'on peut dire de l'élitisme. non, mais il y a un gros malentendu là entre et ça c'est la faute de mon titre, parce que le mépris dont je parlais, je ne pensais pas au mépris que les élites ont à l'égard du commun. Je pensais que la conception de l'art pour tous pouvait exprimer en fait une position de mépris. Oui, c'était ça. Oui. Mais qui la revendique? Personne ne la revendique, mais je veux dire, le mode d'action, certains modes d'action, certaines manières dont on met en œuvre des politiques de ce genre témoignent d'un mépris c'était ça, Oui. d'un mépris qui s'ignore. Oui, qui Voilà. s'ignore. Voilà, donc c'était de ça que je voulais Oui, pas oui. parler. Pour moi, par exemple, prenons Mallarmé,
c'est pas vraiment du mépris. Il défend Non, son métier. c'est pas lui que je pense. Enfin, son métier, son art. Adorno, c'est pas vraiment, c'est pas à ce mépris-là que je pensais, au mépris des élites ou des trucs. Je pensais à un mépris qui était inhérent dans certaines mises en œuvre du programme L'Art pour tous. C'est-à-dire, c'est pas dans le cas, par exemple, Lumet, c'était vraiment pas ça. Mais il y a dans certaines, alors disons concrètement, pas concrètement, mais clairement, dans certaines politiques culturelles de L'Art pour tous, qui témoignent en fait d'un mépris qui ne dit pas son nom ou qui s'ignore, qui n'est pas, c'est des formes intéressantes, mais c'est laissons-les à leur joujou, ça leur fera pas de mal. En gros, ça leur fait du bien ou ça leur fera pas de mal. Et c'est ça, c'est-à-dire on peut soutenir des expressions artistiques non canoniques, non pas parce qu'on pense que en fait leur valeur a été méconnue, mais parce qu'on quelque part on pense qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur, mais que dans un État démocratique, il faut avoir une politique pour tout le monde. Et donc, on a une politique, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire où ce n'est plus un idéal, même plus un idéal où j'ai des réticences quand il est éducatif, mais où ça devient en fait une forme paradoxale de mépris. Mais je ne pensais pas du tout que voilà, le mépris des élites, quand il y a un mépris, mais on n'a pas si souvent, c'est plutôt comme la façon de ce que toi tu ça as existe décrit. aussi. Mais ce qui... Par contre, je vous demandais si vous êtes d'accord qu'on passe aussi la parole au public. Ah oui, bien sûr. Oui, on se connaît trop bien. Oui, Alors, oui. on passe. Bonjour et enfin, plutôt bonsoir. Merci pour votre présentation. Et dans un sujet qui est tellement vaste que là on est dans l'illusion par la vaste l'étendue du sujet. Ouais. Mais pour revenir sur le mépris, moi je dirais que de mépris à méprise, il n'y a qu'un pas. Et donc ça peut être une erreur en fait, on s'est trompé. Et on peut l'entendre aussi comme ça. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose c'est, je pensais en fait à l'art vecteur d'émotion ou outil de communication. Parce que des émotions, tout le monde est censé en avoir. Donc l'art peut être ce qui transmet, ce qui permet de transmettre nos émotions. Et outil de communication, c'est pour revenir à cette idée que vous avez évoquée sur l'art pour tous au moment du Moyen-Âge, à savoir que voilà, c'était vulgarisé, mais vulgarisé de fait aussi parce que au Moyen-Âge, quasiment personne ne savait lire et écrire. Très peu de personnes savaient lire et écrire, donc il fallait bien un outil pour exprimer des choses, pour faire passer des messages, peut-être aussi pour contrôler les gens. Donc voilà, c'est mes réflexions par rapport à vos échanges. Méprise, merci, parce que c'est vrai que souvent le mépris résulte d'une méprise, mais qui ne se reconnaît pas comme telle. Parce que sinon, on peut la corriger, on peut aller voir de plus près ou des choses comme ça. Oui, voilà. Mais si elle se traduit tout de suite c'est une manière de ne pas s'engager avec, tout simplement, l'objet qui provoque cette réaction ou bien sûr, fatalement, l'art est aussi un mode de communication. Enfin, les œuvres d'art, c'est aussi de la communication, puisque c'est quand même... Oui, bien sûr, mais c'est des médias. Donc, voilà, ça, oui. Et l'émotion, oui, bien sûr. Mais ça ne sert pas seulement à transmettre des émotions. Je pense que ça peut servir à faire mieux connaître les nuances de ses propres émotions aussi des émotions en général. Par exemple, un roman qui décrit dans tous les détails Henry James, je pense que ça peut vraiment
aider à apprendre les mille nuances que peut prendre une même émotion quand c'est des personnages fictifs, mais ça peut être des personnes réelles qui ont ce rapport très, très médiatisé à l'expression des émotions. C'est-à-dire La réflexion, c'était lié à l'art pour tous et au Ah, fait oui, que oui. tout le monde a des émotions. Oui, bien sûr. Ouh. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est- Mais je ça suis... permet de les Oui, exprimer. mais pourquoi vous dites qu'au Moyen-Âge, c'était vulgarisé? Il n'y avait rien de vulgarisé. Il y avait... Ah bah si. Ah bah si, attendez, la religion, il fallait la vulgariser. Non, il fallait la répondre, oui. Il fallait donc la vulgariser. La Parce Bible que- des illettrés, par exemple. ce qu'on Oui, appelle bah, la Bible. la Bible est... Oui. Mais aussi le calendrier des moissons, enfin, j'ai oublié, comment ça s'appelait ce qu'on enseignait en 6e, 5e, etc., les heures de... Limbourg, Pardon? Paul de Limbourg, peut-être. Non, je ne me rappelle plus. C'était... Le duc de Berry, là, la série. Oui. C'est ça. Oui. C'est Paul de Limbourg. Oui. Donc, on a tous eu ce genre, enfin, pas tout le monde, mais ce genre d'enseignement. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, l'idée de cette quand même vulgarisation par des images, parce que on ne sait pas lire, et il faut bien communiquer un certain nombre de choses. Il faut aussi contrôler les gens et les inciter à fonctionner de la même façon. Donc on va diffuser des images qui, par la suite, deviennent de l'art. C'est au bout de combien d'années ça devient de l'art. Mais au départ, c'est un outil de communication. Ah oui, le statut fonctionnel était celui d'un outil de communication. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Ah bah non, ça ne- Oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas eu besoin de devenir de l'art. C'était plus facile de comprendre la fonction de l'art. Oui, oui. Il y a une autre question ici. C'est un truc plus simple. Je me demandais, si au même titre que la Déclaration des droits de l'homme, l'art a une dimension universelle. Si, mais c'est un peu tard pour dans la journée, mais c'est que moi je dirais, c'est que le rapport que nous avons avec des œuvres d'art, ce rapport spécifique de la manière dont nous faisons attention à des œuvres d'art, c'est pas quelque chose qui est culturellement limité à une culture, à la nôtre par exemple. Ça se retrouve dans toutes les cultures connues. Il y a des moments où les gens s'absorbent dans quelque chose de cette façon-là. L'autre aspect serait plutôt, est-ce qu'il existe des œuvres d'art qui sont universelles? Il y en a qui sont pratiquement universelles, vu que, par exemple, il y a des ouvrages qui sont lus actuellement, dans le cadre de la mondialisation, qui sont lus dans les cultures les plus différentes, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui restent, qui ont un lien tel à l'origine qui les a vus naître, qu'ils intéressent surtout les gens qui font partie encore des réseaux de cette culture-là. Et elles ne sont pas moindres en valeur que les autres, c'est ça que je voulais dire. Parce que simplement le fait que, je dirais, on pourrait dire que l'art est universel parce qu'une œuvre d'une culture donnée peut être appréciée aussi dans une culture très différente. Est-ce qu'elle est appréciée de la même manière ou comprise de la même manière? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est quelque chose qui fait sens, si l'on veut, par le même sans doute, mais ça veut dire qu'il y a un élément qui reste actif. Parce qu'il y a une agentivité de l'œuvre qui peut aller très loin, sortir très loin de son contexte de naissance. Et en ce sens-là, oui, mais ça voudrait simplement dire que les pratiques artistiques, c'est des pratiques qui font appel à des ressources qui sont des ressources de base des humains, que ce soit des ressources perceptives, cognitives ou émotives. Donc c'est quelque chose qui est
fondamental au sens où c'est élémentaire, où c'est la fabrique même des individus comme individus qui peut aussi... Moi, il me semble qu'il y a une base anthropologique qui est partagée évidemment par l'espèce humaine. Ensuite, il y a des différenciations culturelles, évidemment, qui sont le résultat d'histoire, de tas de facteurs. Et puis, au-dessus, il y a peut-être quelque chose qui permet de ressouder dans certains types d'œuvres, parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres qui ont une portée universelle de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que moi j'accorde une plus grande importance que tu as l'air de le faire à l'éducation. Et moi j'ai été très marqué par Franck Siblet. Et Franck Siblet disait: qu'est-ce que fait un critique? Il vous dit: regardez, il y a quelque chose à comprendre là. Il faut être sensible à des choses, à des différences, et à des différences de différences. Et ça, je crois que c'est un aspect typique, disons, d'une éducation esthétique. Oui, non, mais je ne pensais pas à ça là, j'ai laissé de côté. Je pensais à une éducation didactique, oui, ça, d'accord. Ça, oui. Ou une éducation du goût, où oui, on vous dit ça c'est beau parce que, et puis voilà. Non. Je ne pensais pas au fait où, en fait, l'éducation consiste à dire à l'autre, ben, regarde toi aussi. Regarde. Justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que quand vous parlez de mépris, par exemple, mais y a pas, je pense qu'il y a tellement d'ouverture aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait globalement un mépris. Mais le fait que certaines populations, par exemple, moi j'étais institutrice dans des endroits défavorisés, un jour j'ai vu une fille qui était une violoniste, qui était professeure, et qui a fait rentrer dans un opéra des enfants des quartiers défavorisés. Et ces enfants se sont mis à répéter de l'opéra, et d'une manière extraordinaire. Ma voisine dit: mais il faut une boum, ils écoutaient de l'opéra. Elle était sidérée. Donc, parce qu'ils ont ressassé de l'opéra. Donc c'est en ce sens que je pense que là, c'est une manière d'organiser ses émotions, de comprendre qu'il y a des choses qu'on nous dit, qui provoquent des choses fantastiques, qui peuvent être des révélations. Et que tout d'un coup, ben, on les propose. Après, chacun aura des possibilités de se faire un chemin. Mais pour ça, il faut lui donner des cartes pour se faire ce chemin. Pas forcément des directives, parce que ça ne serait pas la liberté. Moi, je me souviens d'un professeur d'art, j'étais pensionnaire, et quand j'étais collée, je suivais les classes plus grandes pour aller, parce qu'il nous emmenait au musée le dimanche. Et il nous collait devant les œuvres, alors que les autres expliquaient des trucs, il n'expliquait rien. Il nous laissait un quart d'heure devant quelque chose, et on devait regarder. Donc cette éducation au regard, on peut la créer, et puis donner des cartes, mais jamais personne ne vous dira toutes les choses. Par exemple, là, vous nous avez appris, pour ça pour moi, des tonnes de trucs au sujet de l'art pour tous qui remontaient à bien plus loin qu'une question moderne. Donc ça, c'est une rencontre, comme il y a des extases aussi. J'ai une amie qui me récite des trucs de Victor Hugo, et alors qu'elle venait des quartiers nord, et que c'est une extase pour elle d'en parler. Donc c'est ça aussi, donner le contact, la possibilité aux gens d'avoir ces rencontres. Oui, sans être directif forcément, juste des cartes, comme des petits poussés qui auraient des petites pierres, des petits chemins, puis après libre à chacun de se démerder avec. Mais je pensais que c'était ça que j'avais voulu dire, que l'aspect vraiment positif et important de la notion d'art pour tous, c'est donner l'accès. Voilà. Donner l'accès égal à tout le monde. Et c'est la politique que devrait avoir tout gouvernement démocratique, puisque si c'est un bien commun, oui, à l'école aussi. Mais c'est ça. Et après, bien sûr, chacun, y compris les enfants, ils font leur choix. Et il y a 1000 choses qui font qu'on s'intéresse à ça, même les adultes. Enfin, donc, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait des possibilités. Il faut ouvrir toutes les possibilités. Mais il ne faut pas faire un choix dans ces possibilités à la place de l'autre. C'est ça. Oui, non, mais on donne aussi des informations. C'est normal que coller quelqu'un devant une image qui connaît rien de tout ça, il fallait lui donner quelques informations autour de. Ça peut aider. Ça peut aider. On va prendre l'autre question. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation puis dialogue. Alors, naïvement, moi je me suis dit que l'art pour tous, à un moment, ça allait peut-être se rabattre sur la question de l'art par tous. Mais bon, on est contraint par des limites de temps.
Ma véritable question, celle qui je pense est peut-être la plus intéressante, c'est sur la question du renoncement à l'universalisme. À savoir, il y a une tendance naturelle de l'homme à créer une universalité alors même qu'on est dans le règne de la culture et donc de la spécificité. Je reprends la distinction de Lévi-Strauss dans Race et Histoire. Peut-être que le particularisme artistique, c'est-à-dire les spécificités en fait des pratiques, sont la garantie même du fait qu'il n'y ait pas une seule culture dominante qui aurait vaincu les autres. Et donc, en fait, la garantie en dernière instance contre un appauvrissement de la pensée elle-même, ou de la liberté par extension. Du coup, ma question, c'est la suivante. Les œuvres, et la conséquence en fait de toute cette réflexion, c'est les œuvres qui ont une portée universelle sembleraient nous indiquer des caractéristiques universelles de l'art. Et pourtant, ne sont-elles pas en dernière instance la presque mise en danger de l'art lui-même dans leur universalité? Je ne vois pas pourquoi une mise en danger. Moi je pense qu'il faut conserver la référence à l'universel. Moi, je me définis comme élitiste, non isolationniste. Parce que je crois que ce qui est critiquable dans l'élitisme, c'est le côté isolationniste. Mais si vous renoncez à l'universel et à l'élitisme, on renonce à toute hiérarchie, à toute progression possible. Et à mon avis, là, on finit dans l'indifférentisme. L'indifférentisme, tout se mélange, tout se vaut, ce qui, pour moi, est la négation de l'esthétique. Mais il y a peut-être peut-être pour la question de l'universalisme, une œuvre qui est appréciée universellement ne l'est pas universellement pour les mêmes raisons. Ah oui, et donc, c'est d'une certaine manière une œuvre un peu différente. Oui, et donc, ça ne met pas en danger les particularités, je crois. Vous avez pensé peut-être plutôt à, je ne sais pas, il y a effectivement peut-être des best-sellers qui surfent sur un dénominateur commun superficiel inspiré par, je ne sais pas, par les communications sur les réseaux, etc. On doit trouver une moyenne qui puisse... Mais une œuvre qui a une vocation universelle, c'est précisément parce qu'elle est capable de se particulariser pour différentes cultures. C'est pour ça qu'elle est lue. C'est le contraire de ce que Roger Puivet appelle l'art de masse, qui est un art industriel pratiquement dans le cinéma ou dans la musique aujourd'hui. Non, je pense que ça le met pas en danger. Moi, je pense que ça n'existe pas. C'est une autre question, mais bon, il y a quand même une forte présence, une forte pression, en tout cas sociologique. Ou la difficulté ne vient pas du fait qu'il faudrait changer le mot art par autre chose. Qui risque d'avoir les mêmes problèmes. Oui, je suis d'accord. On va vous remercier chaleureusement. Merci aux publics. Merci à vous. Merci beaucoup.